Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always, always, always. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors cette fois-ci, c'est pas pour un CQFR, c'est pour un podcast. Exceptionnellement, le podcast est le mardi. Il n'y a pas de Théo. C'est vrai que d'habitude, on est en trio. Théo est occupé à gérer les derniers détails, le peaufinage du dernier MOOC, le MOOC numéro 14. Vous avez peut-être déjà vu passer l'annonce. Un MOOC spécial Spurs, spécial San Antonio. Et évidemment, du coup, on va en parler. On va faire un podcast un peu spécial, Shai, parce qu'on va beaucoup parler des Spurs, mais pas forcément les Spurs actuels. On va parler des légendes des Spurs. Et on va aussi déjà commencer par parler du MOOC, un peu des papiers que tu as fait dedans, ce que j'ai fait aussi. Avant toute chose, le MOOC, il est disponible sur le shop de Basket Session, donc uniquement sur basketsession.com. C'est le seul endroit où on le vend, parce que je ne veux pas vous mentir, les autres, ils prennent des pourcentages assez élevés. Voilà, je vous le dis cash, si jamais vous n'étiez pas au courant. Voilà une des raisons pourquoi le MOOC est uniquement disponible chez nous. Buy us for you. Buy us for us, mais ça ne marche pas. Donc, 240 pages, c'est somme de 20 €. Les frais de port sont offerts là pendant les préventes. C'est jusqu'au 3 mars, c'est offert en France métropolitaine. Shai, tu as écrit un papier sur Dennis Rodman. Il y en a peut-être, certains ne le savent peut-être pas, mais Dennis Rodman a passé quand même 2 saisons à San Antonio. C'est vrai qu'il est plus connu pour sa période aux Bulls ou aux Pistons, mais il a joué aussi à San Antonio. C'était assez mouvementé, ça ne collait pas forcément avec Greg Popovich. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de Dennis Rodman sous la tunique de San Antonio? Une parenthèse déjantée au carrefour pour lui de sa carrière et de ses périodes les plus sombres aussi. Hein. Il part de Détroit au moment où, il rejoint San Antonio au moment où il est vraiment au plus fort, je pense, de la dépression avec Détroit. Il est en train d'explorer sa personnalité, il veut être un peu lui-même. Et ça se traduit par un mariage un peu compliqué avec San Antonio, avec Popovich qui est à l'époque GM. Qui lui aussi se cherche dans ce paysage NBA et qui n'est pas le pop très ouvert et aimable forcément qu'on connaît aujourd'hui. Et forcément, ça fait des étincelles. Sportivement, il y a quand même une association assez folle avec David Robinson. On parle de 2 joueurs absolument incroyables pour la raquette. Alors, il y a eu des bonnes choses et il y a eu des choses complètement déjantées et folles que je vous invite à découvrir dans l'article qui sera dans le MOOC. Mais oui, les gens, t'as raison, les gens en général, on se rappelle de Rodman aux Bulls, les gens se rappellent aussi de lui aux Pistons parce qu'il a quand même gagné des titres aussi. La parenthèse entre les deux, qui est quand même fondatrice pour son personnage, c'est là qu'il commence à se teindre les cheveux, j'allais te dire, les premières teintures, voilà. Pour moi, c'est le souvenir, c'est Rodman cheveux verts ou cheveux rouges, tu vois, à San Antonio. C'est ça, c'est là qu'il explore son style vestimentaire, c'est là qu'il sort le plus, c'est là qu'il commence à fréquenter Madonna, enfin... C'est des choses un peu que vous découvrirez dans l'article, mais c'est du coup, même moi, en explorant un peu ça, j'ai appris des choses et des histoires pas possibles que seul Dennis Rodman... ça pouvait être que Dennis Rodman qui avait participé à ces choses-là. Mais ouais, j'ai fait cet article-là dans celui-là. Il a un flow absolument légendaire sous le maillot des Spurs. Franchement, je vous invite juste à même regarder sur Google Images ou des vidéos YouTube. J'ai essayé de regarder les matchs des Spurs de cette époque, parce que moi, ça m'intrigue vachement le passage de Rodman aux Spurs. Tu as cette raquette avec David Robinson, j'adore David Robinson. Ouais. Et il y a des matchs sur YouTube, bon, c'est pas le basket le plus excitant. Quoique, après, ça reste une très bonne équipe, donc c'est toujours sympa, mais je veux dire, les années 90 qui sont ultra fantasmées, c'est pas toujours le basket le plus beau à voir. Mais Rodman a un flow absolument légendaire et flow dont s'inspire Jérémy Sohan en partie. Hein, les teintures de Jérémy Sohan avec le numéro 10, le petit short, même à un moment, c'est clairement pour rendre un hommage à Rodman. Mais ce qui est génial, c'est pas forcément rester dans la mémoire de la franchise. Ouais, mais ce qui est génial, c'est qu'au milieu des suspensions et des sorties nocturnes, il arrive à être quand même relativement performant sur le terrain, tout en étant complètement marginalisé au sein du groupe. Enfin, j'en parle dans l'article, mais l'association avec Robinson, l'amiral hyper pieux qui voit que par l'église et la religion, et t'as Rodman à côté qui est un peu l'antéchrist comme on le décrit dans l'article, mais ça a été court, mais il y a eu plein d'anecdotes et de choses intéressantes qui ont été à la fois fondatrices pour Rodman, je pense, pour la dernière partie de sa carrière, et pour les Spurs dans ce qu'ils sont devenus après ça aussi, après ce passage de Rodman. 17 rebonds de moyenne avec San Antonio, je viens d'aller checker. Voilà. Pour 5 points. Voilà. Autre papier, tu as écrit aussi un peu sur Becky Hammon, ouais. Légende de la franchise WNBA de San Antonio.
Ouais. qui a aussi été assistante de Greg Popovich. Voilà, un portrait de Becky Hammond. Est-ce que tu as des choses en particulier que tu veux nous dire sur ce portrait? Ouais, moi ça me tenait à cœur de. Bon, tu sais que j'aime bien dès qu'il y a l'occasion de parler de femmes et de parcours, d'histoire de femmes dans les MOOC, j'essaye en général de le faire. Là, ça s'imposait parce que il y a un peu ce côté. Alors, c'est quelqu'un qui a été très très sous-coté toute sa vie, qui a eu des obstacles énormes. Les gens le savent pas forcément parce qu'ils la voient aujourd'hui comme coach et comme celle qui était censée succéder à Greg Popovich, qui au final est parti coacher les Las Vegas Aces avec beaucoup de succès, mais c'était une joueuse fantastique, c'était une joueuse de basket exceptionnelle, c'est une des meilleures de tous les temps. C'est peut-être la meilleure joueuse qui n'a jamais gagné la moindre bague en WNBA. Et il y a tout son parcours pour balayer les obstacles. C'est un tout petit gabarit, mais c'est une forte personnalité. Donc on voit dans l'article, j'essaie de raconter comment, après avoir été une joueuse magnifique, qu'elle a un peu cassé quelques barrières pour se mettre au coaching et au coaching des hommes. Toutes les barrières qu'elle a aussi eues quand elle a voulu, qu'elle espérait devenir la première femme à être coach à plein temps en NBA. Et voilà, c'est une histoire pour forcément les amateurs de la. Je sais qu'on a des suiveurs de WNBA qui sont des fidèles du MOOC. Et même pour les autres, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses sur cette personne et cette personnalité qui est Becky Hammon. Oui, parce que c'est ça, au-delà de toute façon des joueurs, des joueuses, c'est les histoires. C'est ce qu'on veut d'ailleurs transmettre dans le MOOC. C'est des histoires d'hommes, de femmes, etc. Moi, pour le coup, j'ai pu écrire sur Tim Duncan. Alors, le joueur, je pense qu'on le connaît tous, mais ça allait un peu au-delà. C'est tout ce que peut représenter Duncan pour San Antonio, pour les Spurs, qui il est quelque part en partie, parce que finalement, c'est quand même un mec super mystérieux. Alors, voilà, ceux qui se renseignent depuis des années sur Tim Duncan ont sans doute des idées sur le bonhomme, mais voilà, l'idée, c'était de faire un beau portrait de Tim Duncan et montrer tout ce qu'il peut représenter pour cette franchise qui est devenue une franchise, surtout nous en plus en France, mais qui est devenue une franchise historique et mythique. Elle a réussi à s'imposer, mine de rien, cette franchise dans le cadre parmi les franchises. Tu vois, tu penses aux Knicks, aux Lakers, aux Celtics, évidemment, mais les Spurs, ils viennent pas forcément loin après, quoi. Bah, c'est ça, et puis s'il y a eu dynastie des Spurs, c'est grâce à Tim Duncan. Enfin, et par rapport aux autres stars qu'on a eu dans les dynasties, c'est quand même une personnalité très très différente, très très placide. Mais à côté de ça, tu vois quand même, en explorant le personnage, tu vois que c'est pas un mec inintéressant, tout lisse, tout plat. Il y a quand même autre chose derrière. C'est grâce à lui que les Spurs sont les Spurs. Et je veux dire, s'il n'y a pas de Duncan, il n'y a pas de MOOC Spurs, je pense. C'est pas le seul. Il y a d'autres personnalités qu'on évoque dans des portraits et des articles dedans. Mais bon, Duncan est forcément la pièce centrale, donc il fallait forcément l'aborder. Ouais. Oui, bah, ça, c'est sûr qu'on parle d'un peu tout le monde, on parle de Ginobili. Alors moi, pour le coup, j'ai aussi écrit et coécrit d'ailleurs avec Damien Da Silva, que vous connaissez peut-être si vous lisez Basket Session, non, si vous lisez le MOOC ou si vous participez au Late Session, vous voyez sans doute souvent Damien. On a écrit un article un peu sur le pire des Spurs, parce qu'il n'y a pas eu que des belles années, même si c'est quand même une franchise qui a bien marché. Il y a évidemment un papier sur Kawhi Leonard, sur David Robinson, enfin bon, sur tout un tas de personnalités marquantes de cette franchise, et on va parler de la plupart d'entre elles, en tout cas, parce qu'on s'est dit que pour marquer le coup, on allait se faire un top 10. On n'en fait pas souvent. On va faire un top. La dernière fois qu'on a fait ce genre de truc, je crois que c'était sur Twitch. On l'avait pas fait en podcast YouTube. On va faire un top 10 des plus grands joueurs des Spurs de tous les temps, selon nous. Chacun a fait chacun le nôtre. Et on va essayer du coup d'en discuter, de voir un peu quelle différence où on peut avoir, et puis surtout l'occasion de parler des joueurs en question. J'allais te dire mention honorable, mais je les ai effacés. Notamment pour la 10e place, c'est vrai qu'il y a plusieurs. Tu peux mettre un peu, pas qui tu veux, mais ça dépend à quoi tu t'attaches. Là, pour le coup, il y a plus de sensibilité. Les Lakers, quoi. Voilà, c'est ça. Sur les 4 premiers spots, tu peux. Allez, peut-être les 3 premiers spots, tu peux. Ça dépend de ton époque, de plein de choses, quoi. Tu veux commencer avec le 10? Tu veux que je commence? Qu'est-ce que tu. On s'est pas consulté, pour info, on s'est pas consulté, donc ça peut être freestyle. Mais... Allez, vas-y, je te laisse commencer avec ton 10. Moi, en 10, j'ai mis. Alors, on aurait pu mettre d'autres joueurs. J'avais noté sur le côté, j'avais Larry Kennon, Avery Johnson, des mecs qui ont marqué à différentes époques. Tu vois, Kennon, on n'a pas connu, mais dans les années 70, c'était solide. Et Avery Johnson, on a plus connu, mais dans un top 10, même s'il a marqué un peu les esprits. Attends, mais je te le dis, c'est mon 10. D'accord. Mais c'est parfait. Non, mais tu vois, je l'ai mis dans ce range-là. C'est que j'ai songé à le mettre. Mais finalement, j'ai choisi Alvin Robertson, en fait. Ah oui, nice. Ah oui, ok. Moi, du coup, il n'est pas dans mon top. Mais effectivement, Alvin Robertson, c'est compliqué. Ouais, en fait, il a joué que 5 ans pour les Spurs.
Mais je trouve quand même que c'est marquant. Enfin, ces 5 années ont été très 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 bonnes, très très productives. Euh, c'est devenu un des meilleurs défenseurs de la ligue. Tu parlais de l'interception, c'était un défenseur fantastique. Il était constamment dans le premier ou le deuxième 5 en défense. Il a été meilleur défenseur de l'année aussi, en 86 avec le May des Spurs. Et c'était pas qu'un défenseur aussi, tu vois, parce que plus tard, je pense, sans spoiler, on va parler de joueurs qui étaient quand même très très spécialistes dans la défense. Enfin, moi j'en ai mis un plus haut. Ouais, moi aussi. Voilà, des spécialistes. Lui, il a fait des saisons où il était à 20 points, 6 passes de moyenne avec les Spurs. Il a été 3 fois All-Star. Donc, 3 fois All-Star avec San Antonio, 4 en tout. Pardon, voilà. Je l'ai sous les yeux. Mais... Voilà, non, mais c'est ça. Donc, petite période, comme d'autres aussi, peut-être qu'on va évoquer. Hein, on n'est pas sur du Tim Duncan qui a fait toute sa vie là-bas ou du Tipeee, Ginobili. C'est un joueur qui est plus passé en mode comète, mais je trouve que son passage était marquant. Et au niveau de l'individualité par rapport aux autres avec lesquels j'ai hésité, notamment celui que tu as choisi toi, je pense que c'était quand même supérieur. Voilà, donc j'ai choisi Alvin Robertson. Oui, je pense que c'était un meilleur joueur. Et c'est vrai que je n'avais pas réalisé qu'il avait fait 5 ans complets. Ouais. Après, c'est vrai que ce n'est pas les années forcément les plus marquantes des Spurs. Là, on parle, c'est la fin des années 80. Ouais. Il est arrivé en 84 en NBA. Du coup, il est parti en 89. Je crois qu'il est dans le trade. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le trade qui rapporte Terry Cummings, qui était un ancien deuxième choix de draft, qui lui se retrouve à San Antonio. Il est envoyé à Milwaukee, Alvin Robertson. C'était quand même un joueur prometteur. Donc, il est drafté en même temps que Jordan. Je me demande 84, je me demande s'il n'est pas dans l'équipe des JO 84 avec Jordan. J'ai peut-être un doute, je suis plus très sûr maintenant. Ou en tout cas, il était dans la présélection, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il avait fait le cut au final, je me souviens plus. C'était dans un autre MOOC que j'avais écrit sur les JO 84. Il faudrait vérifier en même temps. Mais ouais, Alvin Robertson, un arrière assez impressionnant. Et comme tu l'as dit, défensivement, 3,7 steals de moyenne. Là, je l'ai sous les yeux, donc je me permets de donner la stat. Je savais que c'était un roi de l'interception, mais là, pour le coup, 3,7 de moyenne en 85-86. Il est élu MIP d'ailleurs, là, en même temps que Dipoy. Le combo MIP-Dipoy, personne n'a dû le faire. Je pense que c'est pas banal et je pense qu'effectivement que personne l'a fait celui-là. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais du coup, Alvin Robertson. T'as raison, et je viens de vérifier en direct. Il est bien dans la team de 84 à Los Angeles. Il est là. Ok. Ouais, c'était avec les universitaires qui venaient d'être draftés du coup. Il avait déjà été drafté, mais la NBA n'envoyait pas ses joueurs. C'était donc les futurs rookies qui allaient, dont Michael Jordan. Yes. Et il y avait donc Alvin Robertson. Et moi, du coup, alors Avery Johnson, je l'ai choisi pour le côté un peu emblématique. Ça a été le meneur des Spurs pendant des années jusqu'à ce qu'un certain Tony Parker vienne prendre la place, mais ça a été le meneur des Spurs entre 92, du coup, là, je regarde, entre 92 et 2001. Avery Johnson, qui a été sacré en 99, c'est lui qui met le game winner sur le match 5. C'était le général, je crois que c'est ça son surnom, non ? En tout cas, il agissait comme le petit général. Le petit général. Ouais, c'était un vrai gestionnaire, quoi. Vrai, de toute façon, à cette époque, le but du meneur, comme le dit Tony Parker, hein, tu remontes la balle et tu passes la balle à David Robinson et après à Tim Duncan. Et voilà, c'était un membre un peu historique de cette équipe de 99. C'est quand même le premier titre. Ça me semblait marquant, c'est pour ça que je l'ai mis en 10. Mais c'est vrai que, bon, c'est... T'as raison, non, mais je l'ai envisagé. Hein, je l'ai mis dans les... Je veux dire, s'il n'est pas à 10e, il est borderline. Il fait partie des historiques. D'ailleurs, son numéro a été retiré par les Spurs. Hein, donc, on ne parle pas de n'importe qui. Il fait partie des joueurs qui ont... lui, c'est le numéro 6. Ouais, 6. Numéro 6 retiré par les Spurs. Donc, complètement d'accord. Avec une carrière prometteuse de coach après qui a un peu été étouffé. Il a été coach de l'année en 2006. Mais il a plus. Les Mavs en finale. Ouais. mais non. Aucune objection. Il était dans ma liste élargie. Allez, on continue. Je te laisse donner ton 9. Allez, t'inquiète. Alors, qui j'ai mis en 9 ? Attends que je retrouve ma feuille. Parce que c'est les places où j'ai quand même pas mal hésité. En 9, j'ai mis James Silas. Ok. Toi, tu l'as plus haut, tu ne l'as pas du tout. Je l'ai un rang après, mais je le connais pas bien, donc c'est un peu. Mais on peut parler de James Silas là maintenant. Ouais. C'est encore un mec emblématique, quoi. C'est pas celui auquel les gens pensent de prime abord parce qu'on l'a pas vu jouer en live forcément, mais ça a été un lieutenant. Années 70, le dis, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément James Silas, c'était une star des années 70. C'est ça. C'était un des acolytes de George Gervin, dont on parlera, je pense, un peu après. Et même, il est encore dans des classements. Silas est encore dans des classements des Spurs de meilleures performances. C'était surtout quand la franchise était en ABA, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Mais au niveau statistique compteur, le gars était constamment au-dessus des 20 points par match.
joueur élégant, performant. Voilà, je dirais, je crois que c'est toi qui avais mis quand tu avais fait une liste des joueurs les plus marquants des Spurs, il y avait un truc genre au niveau des win shares, il était hyper haut, je crois. Il était super haut, ouais. Alors qu'il ne faisait pas partie des équipes. Je veux dire, tu pourrais te dire que c'est forcément l'époque de Duncan, Parker, Ginobili, enfin logique quoi. Et, et, et James Silas a été est très très haut dans ce classement des win shares, donc qui est quand même un bon marqueur de performance sportive. Donc j'ai mis James Silas, pareil, j'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais j'avais bien aimé ses surnoms aussi. Il y en avait plein, tu sais, sur Basket Référence, tu as tous les surnoms différents et The Snake, Captain Late. Il aimait bien marquer. C'était très clutch aussi, c'est un peu sa marque de fabrique. Donc voilà, James Silas pour ma part. Je revérifie juste, il a joué 9-10 ans avec les Spurs à mi-chemin, à cheval avec les Chaparrals. Il a joué une année à Dallas. Il était vraiment là à la création de la franchise, en fait, quand ça a déménagé, quand les Chaparrals, effectivement, de Dallas sont devenus les Spurs de San Antonio. Il a fait une saison avec Dallas. Après, le reste, c'est avec San Antonio. C'est pour ça que je l'ai mis 8, mais en fait, pour moi, il y avait, en fait, sur les 4 premiers rangs, il n'y a pas de différence. J'aurais pu mettre 10, 8, 9, 7, peu importe. Lui, c'est vrai que c'est plus une figure de l'ABA, du coup, que de la NBA. Donc ça pourrait entre guillemets lui desservir si on restait que sur la NBA. Il a quand même fini 2e du vote pour le MVP en ABA. C'était vraiment une superstar de la ABA. Et lui aussi a son maillot retiré à San Antonio. Le 13, c'est le premier joueur, je crois, qui a eu son maillot retiré par les Spurs. Je crois aussi que c'est le premier. Donc c'est vraiment légende de la franchise. Alors légende historique maintenant pour nous, forcément, années 70, ça nous parle un peu moins. Mais ça reste un joueur à part dans l'histoire de San Antonio. Moi, j'ai mis Bruce Bowen. J'imagine que tu l'as un poil plus haut. J'ai mis Bruce Bowen. J'aurais pu le mettre plus loin. C'est vrai que là, pour le coup, c'est plus contemporain. Tu l'as juste après ou pas? Je l'ai juste après. Ok, on n'a qu'à enchaîner là-dessus. Comme ça, on peut parler de Bruce Bowen. Et voilà, Bruce Bowen, forcément, ça va nous parler un peu plus. Ça va parler aux fans un peu plus jeunes qui ont pu grandir avec les Spurs de Tony Parker, parce que c'était l'ailier défensif, stopper attitré, chien de garde emblématique. Qui pour le coup était un joueur quand même super vicieux. C'est intéressant que c'était une gâchette en France. Il jouait en Pro A, il a joué en Pro A, c'était un scoreur avant d'arriver en NBA. Puis en NBA, il s'est imposé comme un vrai chien de garde, comme j'ai dit, et c'est devenu un joueur majeur des Spurs avec plusieurs titres. Lui, il en gagne quoi? Il doit en gagner 3 ou 4. 3, parce que le 4e c'est 2014. Il fait 2003, 2005, 2007. À chaque fois en tant que titulaire, du coup, quand même à l'aile. Donc, joueur très important, très précieux. Incroyable, un joueur du Havre, d'Évreux et de Besançon dans le top 10 d'une franchise NBA. Mais c'est les late bloomers, le mec qui a trouvé son rôle en arrivant un peu plus tard, en passant par Miami, Boston, Philadelphie. Puis moi, j'ai vraiment le souvenir d'un mec. Et encore, j'appréciais pas encore autant la défense que je l'apprécie aujourd'hui. Je connaissais moins bien le basket, mais je me disais, mais c'est le mec, t'as vraiment pas envie de l'affronter, tu vois. Le mec qui met un high kick à Wally Sherbiak, qui est sur ton dos pendant tout le truc. Et je l'ai encore un peu plus découvert, tu sais, dans le MOOC Bad Boys, on avait fait une interview. Ah non, Bad Boys, oui. Defense ou Bad Boys? Je crois que c'est Bad Boys, parce qu'on avait beaucoup parlé des deux sujets, parce on avait aussi parlé de la défense avec lui, mais sur le côté Bad Boys, il a eu cette étiquette-là de mec sale, dirty, qui acceptait aussi cette étiquette-là. C'était la caution dirty et toughness de ces Spurs-là. Et quand tu revois les matchs de l'époque, tu te dis, le mec il était exceptionnel défensivement. C'est un mec qui a été... combien de fois il a été 5 fois dans le meilleur 5 défensif, 3 fois dans le deuxième 5. Enfin, c'est un défenseur monstrueux. Et c'était déjà l'impression qu'on avait à l'époque. Il savait mettre ses shoots quand il fallait aussi. Et pareil, tu peux te dire, sans un tel ou un tel, les Spurs de cette époque-là, ils n'arrivent pas à être une dynastie. Sans Bowen, sans ce chien défensif, c'est impossible. Il leur fallait ce mec-là. Et lui aussi, numéro 12, retiré par les Spurs. Donc, et c'est pas si fréquent, je trouve, qu'un mec... faudrait regarder franchise par franchise, j'ai pas en tête, mais quand tu regardes le profil des mecs qui ont leur numéro retiré, ça a été un moment les stars de l'équipe, logiquement. Ouais, lui, 7,8 points par match, quoi. Voilà. Les chiffres te sautent pas aux yeux quand tu regardes la carrière de Bruce Bowen. Voilà. Faut comprendre qu'à l'époque, il fallait quand même avoir un mec à envoyer sur Kobe Bryant, un mec à envoyer sur Steve Nash, etc., sur ce genre de joueur. Et c'est Bruce Bowen qui s'y collait tous les soirs
très important en playoff parce qu'au-delà déjà de sa forte capacité défensive, il y avait faire sortir la star adverse du match et mettre des 3 points dans le corner quand même. Eh oui. Et il était en avance. En fait, c'est marrant parce que Popovich était en avance sur son temps. Bruce Bowen, là, dans la NBA d'aujourd'hui. 3&D. Alors évidemment, voilà, exactement. Ce serait le mec que toutes les franchises s'arrachent pour l'avoir dans leur équipe en vue lui, tous les 2 ans, et ça passerait d'une équipe à l'autre, d'un candidat au titre à l'autre. Tu sais, il se l'arracherait pour aller le chercher. Enfin, j'imagine qu'elle le garderait ensuite quand même. Mais ouais, ça serait le joueur typique. Moi, j'ai adoré lui quand il me parlait de défense. Enfin, je buvais ses paroles, la façon dont il approchait les duels, dont il abordait les duels avec les stars que tu évoquais là. C'est génial parce que c'est pas. Tu sais, il y a beaucoup de défenseurs, même parfois à l'époque, où on se disait c'est tout dans l'intensité et la méchanceté. Tous les coups étaient permis, donc il suffisait d'être un chien sur le terrain et ça passait. Mais c'est-à-dire que Bowen, il étudiait absolument tout sur ses adversaires, il leur rentrait dans la tête aussi. C'était un défenseur très 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 complet et très intelligent, même s'il a. Pareil, je vous invite vraiment à lire l'interview qu'on avait faite dans le book Bad Boys parce que il y a une introspection sur toute la période sur les Spurs aussi et sur lui un peu la manière dont il a quelque part souffert aussi de cette étiquette-là de bad boy, alors que bon, en dehors des terrains, je veux dire, c'est plutôt un gentleman et c'est un mec extrêmement intéressant avec lequel discuter. Donc voilà, c'est un profil très très atypique pour un numéro. Toi, tu l'as en. Attends, tu l'as en 8. Moi, je l'ai en 8. Toi, du coup, tu l'as en 7. C'est ça. Mais pas de souci. C'est intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il est là, il est parmi les légendes. Du coup, moi, mon 7, chez Sean Elliott. C'est normal. Que tu as peut-être plus haut. Non, je l'ai en 7 aussi. Ok, bah oui, voilà, ok. D'accord, Ouais. oui, on s'y retrouve. Ouais. Attends, du coup, j'avais Bruce Bowen. Oui, j'avais Bruce Bowen en 9, pardon, je t'ai perdu. Donc en 7, on a le même. On a Sean Elliott tous les deux. Joueur culte des années 90. Bah, je te laisse commencer à aller sur Sean Elliott. Sean Elliott, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu 2 passages, Sean Elliott. Ouais. Tout début de sa carrière et puis toute fin. C'est ça, c'était déjà intéressant la première fois. Hein. C'était quand même un joueur qui a fait un premier passage plutôt sympa, mais c'est quand il est revenu qu'il a participé à l'épopée des Spurs comme on les connaît finalement. Et c'est un autre joueur qui fait partie des légendes. Il a un game winner un peu, un match un peu héroïque en finale de conférence contre Portland où il met ce game winner à 9 secondes de la fin là sur un tir à 3 points sur le Shid. Je me rappelle pas mal, ça m'avait bien marqué. Le Memorial Day Miracle qu'ils avaient mis sur les rails pour la finale face à New York. C'était en 99, ouais. Et il était ultra apprécié des fans. Par la suite, ça a été plus compliqué pour lui parce qu'il avait dû. Il a une histoire touchante, quoi. Il y a sa transplantation rénale. C'est ça. Il a des transplantations du rein. Avant le retour, ouais, c'est ça. Avant le retour, ouais, c'est avant le titre de 99. Ouais. C'est quoi? C'est saison 97-98, je pense, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est à ce moment-là ou peut-être juste avant, ou celle juste avant, je sais plus exactement. Ouais, c'est ça, il me semble, ouais. Mais en tout cas, ouais, je sais qu'il est dans le cœur des Spurs, des fans des Spurs. Parfois, il est mis. Il est mis. Ah non, pardon, c'est après le titre. Excuse-moi, je coupe. En fait, c'est après le titre qu'il y a eu. Je me souvenais. Qu'il y a eu la greffe. Ouais, mais je pensais que c'était avant. Après, il a refait 2 saisons, je crois, et il a dû arrêter. Il avait dû arrêter un peu prématurément, mais ouais, quand tu parles aux fans des Spurs de cette époque-là, ceux qui ont vécu, il fait entre 89 et 93 sur le premier passage, puis 94-2001. Il est 2 fois All-Star. Il est donc champion une fois en 99. Et ouais, joueur polyvalent, un ailier, ouais. Qui a été parmi les lieutenants de David Robinson et après de David Robinson et Tim Duncan. Ça a été, pareil, c'était lui, comme on parlait tout à l'heure de Bowen, c'était l'ailier de la période Ginobili, Parker, etc. Alors Elliott, dans un tout autre registre, c'était l'ailier de la période David Robinson. Tout le gros des années 90, il est là, ils font plein de campagnes de playoffs. Après, voilà, c'est un joueur, pour le coup, qui a contribué aussi, quelque part, indirectement, à avoir Tim Duncan, parce qu'il n'y a pas que David Robinson qui s'est blessé pendant la fameuse saison où les Spurs ont tanké. Il y a aussi Sean Elliott, justement, qui a joué, il a dû manquer 50 matchs ou 60 matchs, et c'était quand même, lui aussi, quand même un scoreur, hein, il tournait proche des 20 points par match, donc ça aide pour perdre des matchs quand il te manque ton meilleur joueur, puis ton deuxième meilleur joueur. Ça tend à ce que tu puisses plus facilement aller chercher un gros pic. Ça, c'est pour le 7e. Je te propose qu'on passe au 6. Je vais commencer moi avec mon 6. Moi, mon 6, c'est Kawhi Leonard. Moi aussi.
Toi aussi, ouais. Ouais. Kawhi, détesté aujourd'hui par une grande partie des fans des Spurs. Ouais. Je sais pas si c'est injuste ou pas. Moi, perso, je comprends pas pourquoi il y a une. C'est encore un peu frais, je pense, dans les mémoires. C'est-à-dire que Ouais, je pense qu'ils ont. ça devait être la relève, quoi. Ouais, tout le monde s'était fait un scénario. Je pense que Popovic aussi s'était fait un scénario. Et personne n'avait vraiment anticipé le fait que. Tout le monde avait compris que c'était un joueur et une personnalité un peu particulière. Mais personne n'avait anticipé qu'avec une blessure, ça partirait autant en cacahuète, quoi. Il devait, après le départ du Big Three, être le joueur majeur qui aiderait les Spurs à rester une dynastie. Et on n'était pas dans la tête de Kawhi. On n'était pas dans sa tête. On savait pas exactement ce qu'il avait envie, ce dont il avait envie. On savait pas qu'il aurait pas assez confiance dans le staff médical des Spurs, qu'il aurait besoin de son propre, qu'il avait ce clan très très refermé et que ça ferait conflit et qu'il aurait envie de partir, quoi. Et avec cette parenthèse aux Raptors et après son retour en Californie. Mais en toute logique, il aurait dû être plus haut dans le classement. Il aurait dû être top 5, quoi, sur le talent et sur ce qu'il a apporté en aussi peu de temps. C'est un joueur monstrueux, quoi. En plus, c'est vraiment. Il y a plein de trucs avec Kawhi. Déjà, c'est le pic. Ils ont quand même sacrifié un fan favorite pour aller le chercher. C'est George Hill qui est sacrifié sur cette draft 2011, qui est envoyé à Indiana. Et en échange, il y a ce 15e choix qui amène Kawhi Leonard. Kawhi, il vient, il fait déjà directement, il est bon. Hein. Moi, je me souviens très bien de sa saison rookie. Je me souviens avoir déjà écrit pendant sa saison rookie des articles dans mon coin. Je n'étais même pas encore journaliste, mais j'aimais beaucoup Kawhi Leonard. Et Kawhi, donc, qui est passé de rookie prometteur défensif, un peu capable de presque 3&D. Je pense que c'était ça son profil au début. Ouais. Hein. C'était un peu le côté 3&D. Il s'est développé petit à petit. Il y a tout le staff des Spurs. Devenu un bien meilleur shooter, puis une star en fait. Et le joueur, je pense, le plus important de la finale 2014, on se souvient de 2014 comme le très beau jeu des Spurs, San Antonio qui prend sa revanche sur Miami avec plein d'extra passes, mais sans Kawhi. Non, bien sûr, sans Kawhi, si on arrive n'importe quel joueur à chaque fois, mais sans l'avènement de Kawhi, cette finale, il ne la gagne pas. Et d'ailleurs, il y a un partout au début de cette finale. Il est MVP des finales. Il est MVP des finales. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il est déjà un des meilleurs joueurs de la Ligue. On ne s'en rend pas compte parce qu'il est dans ce système. On ne s'en rend pas compte parce qu'il n'est pas encore complètement responsabilisé. Mais je me souviens que Popovic dit bien après la finale, sans Kawhi, jamais on gagne. C'est grâce à Kawhi, c'est que Kawhi qui nous fait gagner. Et dans cette finale, qui paraît comme pas serrée parce qu'après, il y a 3 blowouts, il y a un partout. Et c'est vraiment quand Kawhi monte en puissance que l'équipe elle est montée en puissance. Il a tout changé en fait. Il a vraiment été le meilleur joueur de la finale. Il y avait quand même LeBron James et Dwayne Wade en face et Chris Bosh. Et à partir de là, c'est vraiment devenu la star petit à petit. C'est ça, c'est le moment où il se transforme vraiment, où il passe d'un joueur que quand tu regardes un peu de loin, tu te dis bon, c'est leur spécialiste défensif. Il est incroyable pour défendre sur tout le monde. Il a effectivement développé ce shoot là. En tout début de carrière, il y avait les articles sur Chip Engeland qui s'occupe de lui et qui lui crée presque un shoot à 3 points. On voit ce que c'est devenu aujourd'hui quand même. mais ouais, il a été fondamental et c'est frustrant. Je peux comprendre les fans des Spurs. Je pense qu'après, dans quelques années, ils se souviendront de son passage de manière un peu plus positive. Et ils oublieront un peu la fin. C'est un peu le sens de l'histoire. C'est toujours comme ça. Je pense, la question, est-ce qu'ils voudront lui retirer son maillot? Ça me semblerait logique. T'es MVP des finales. Ça paraît évident, mais tu sais, parfois l'animosité des franchises envers certains joueurs. Là, ils sont encore. C'était maintenant, il y a. Son départ, c'est quand? C'est 2019 2019. Bon, non, 2018 du coup, parce que c'est le titre de 2019 avec Toronto. C'est encore un peu frais, mais je pense qu'après, quand tu regardes en dépassionnant un peu le débat, c'était un joueur avec San Antonio, et évidemment après, et même encore maintenant, à l'heure où on parle, c'est encore un des meilleurs joueurs de la Ligue. C'est juste un mystère, quoi, c'est tout. C'est un type qu'il était difficile de convaincre d'avoir dans sa poche avec toutes les galères, ce qui lui était arrivé sur le plan des blessures, et l'histoire aurait pu être différente, mais je pense que dans quelques années on s'en souviendra. Les fans auront un petit peu mis de l'eau dans leur vin au sujet de Kawhi. Tu parles de mystère, je vais refaire un coup de pub pour le book. Il y a justement un article qui veut percer un peu le mystère Kawhi Leonard, et il y en a un autre sur lequel j'ai fait celui que j'ai fait avec Damien, où on essaye de se poser la question un peu de savoir si les Spurs, justement, où est le point de départ de leur... Ils sont rentrés dans le rang. Est-ce qu'ils sont rentrés dans le rang? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est toujours une franchise un peu spéciale? Et si jamais ils sont rentrés dans le rang, est-ce que c'est pas un peu le point de départ? C'est justement ce moment où Kawhi est parti, parce que, comme tu l'as dit, on parle de dynastie, c'est 22 ou 21 saisons, je crois que c'est 22 saisons de suite en play-off, toutes celles avec Tim Duncan. Mais donc, à partir de l'arrivée de Duncan jusqu'au... un peu après le départ de Kawhi, c'est une équipe qui est quand même toujours allée en play-off. Et
ouais, Kawhi devait poursuivre la dynastie, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est celui qui s'est un peu enfui de San Antonio, quoi, qui n'a pas voulu prolonger, reprendre vraiment le flambeau et qui a volé de ses propres ailes, mais ça a marché pour lui aussi au final. Donc j'ai du Ouais, mal à lui reprocher, moi. non, c'est ça. Après, c'est surtout c'est la première fois, je trouve, qu'il y avait une situation aussi floue, parce qu'il est quand même, on était à l'ère des réseaux sociaux, enfin, l'information allait déjà très très vite. On parle de ça, c'était il y a 6 ans, là, à l'heure où on enregistre ça. Bah oui, c'était déjà sur Twitter. Bon, tous les infos filtrées, mais lui, il arrivait à préserver ce mystère de l'information, de pourquoi je veux dire, il a jamais fait un tweet genre sortez-moi de là, ça va pas. C'est un peu pris par Non, ça surprise. c'est Eric Bledsoe, ça. Oui, Bledsoe qui avait dit qu'il était chez le coiffeur en fait. I don't want to be here. Je voulais juste pas être chez le coiffeur. Ok. Mais voilà, c'est assez prodigieux ce mystère qu'il y a eu autour de son départ et toute la situation. Je pense vraiment que Popovic s'y attendait pas, et ça a changé les plans, ça a changé le scénario. Alors l'article va l'expliquer très très bien, mais je pense effectivement que c'est le point de départ, et que ça a changé, ça a changé le scénario pour la suite des choses pour les Spurs, qui, parenthèse, sont toujours, je pense, tant qu'il y a Popovic et tant qu'il y a certaines personnes au sein du front office qui sont toujours, c'est toujours une franchise particulière. Je veux dire, ça reste, même dans le marasme, ça reste, il y a toujours une culture, il y a toujours pop, quoi. Rien que ça fait que tu peux pas, ça reste une franchise marquante, mais bah, au niveau de la compétitivité, le départ de Kawhi a complètement bouleversé les choses. Je veux dire, il est champion direct avec les Raptors, c'est incroyable. Ouais, Et c'était le meilleur joueur du monde, en fait, à voilà, à ce un moment, moment. c'est le meilleur joueur du monde. Et après, bah, il y a eu les soucis physiques avec les Clippers, mais on voit que dès qu'il est apte à enchaîner les matchs, là même encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, et on est en train de se prendre à rêver pour les fans des Clippers qu'ils soient enfin capables d'être sur le terrain en playoff, et peut-être, tu te rends compte, il pourrait peut-être gagner un 3e titre de MVP avec une Avec une franchise troisième différente. franchise. C'est possible parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Donc, J'en connais un qui l'a fait, c'est LeBron James. ouais. Mais Kawhi pourrait le faire aussi, ouais. Il est en course pour le faire. Et débat annexe, ce sera très très intéressant une fois sa carrière terminée, et aussi en fonction de ce qu'il fera avec les Clippers. C'est un mec qui est Passe dans l'histoire. impossible à situer. Enfin, c'est très très difficile sans être un peu subjectif. Sur le papier, je veux dire, en two-way player, il y en a combien qui ont été meilleurs dans leur prime que Kawhi Leonard Pas en NBA? beaucoup. Tu vois le truc? C'est le joueur qui se rapproche le plus de Kobe Bryant et de Michael Jordan dans le Ouais. style de jeu dans la NBA, Mm. plus que Tatum, je trouve, hein. Mm. Alors là, enfin, ouais, si, plus que Tatum, mais vraiment, il y a un vrai côté. Il peut te martyriser à mi-distance de plein de façons différentes. Excellent footwork, super mid-range, très bon défenseur comme Jordan et Kobe à leur prime. Il y a un vrai Il côté n'y a que la même poste. personnalité, qui était différente. Mais il a ce bagage-là. Ouais. Donc Kawhi numéro 6, mais qui aurait pu et qui aurait dû être plus haut, je pense. Allez, on va passer au numéro 5. Je vais te laisser commencer. Ah, c'est le point épineux, c'est ça? C'est le Ouais. moment où on se met à dos le propriétaire de l'Asvel, c'est ça? Non, Ah bah je sais pas. Ah bah non, tu je l'as en plaisante. 5? Non, en 5, Ah. en 5, moi Ah, ok. j'ai Manu Ginobili en 5. Et ben moi j'ai Tony Parker. Ouais. Et c'est intéressant. Et Mais j'imagine. c'est dur de les dire. J'ai J'imagine Ginobili que. en 4. Voilà, et moi j'ai Tony Parker en 4. Voilà. Donc Ouais. c'est la discussion. Après, là, c'est un classement. J'ai essayé de dépassionner le truc, parce que si je devais juste dire le joueur que j'ai préféré, le joueur qui m'a le plus fait vibrer, marquer, tout ça, et je pense que les fans des Spurs, dans leur ensemble, seront d'accord. J'aurais mis Manu Ginobili, même pas 4e, je l'aurais mis 2e, peut-être 1er même, je sais pas, tellement il était incroyable. Après, il fait partie de cette équipe qui a été marquante, de cette dynastie, mais le fait qu'il a accepté de prendre le recul que Tony Parker n'a pas pu ou voulu prendre, fait que au niveau de la carrière et de l'ensemble du truc, j'ai mis Parker devant, parce que Parker a du coup été MVP des finales. Il a un paquet aussi il est présent dans un paquet de classements all-time des Spurs en termes statistiques. C'est ce qui fait que je le mets un peu devant quand même, plus la fibre peut-être française aussi. Voilà. Mais sinon, Ginobili, quel artiste, quel joueur magnifique. C'est le joueur qui est des Spurs dans l'histoire des Spurs, qui m'a le plus fait vibrer. Et là, il est 5e parce que c'est pas un classement purement subjectif de mec qu'on aime bien, quoi. Mais sur sa carrière, 16 saisons NBA avec les Spurs, énormément de moments aussi marquants en playoff. Pour Gino et 17 pour Parker. Voilà, 17 pour Parker. Je crois qu'il est 5e au nombre de points, sur le total de points, 5e au rebond, 4e ou 5e à la passe. C'est le meilleur intercepteur de l'histoire des Spurs. Voilà, Ça, c'est Gino. C'est Ginobili, ouais, pardon. Moi, là, je parlais de Ginobili, ouais.
pourquoi, vu que je l'ai mis 5e, j'étais sur lui là. Mais Oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi. Oui, t'as raison. C'est vrai qu'on est plus sur Ginobili. Du coup, ouais. Alors, de toute façon, en fait, on peut parler des deux en on peut même parler des deux temps. en même temps, bien sûr. On va parler des deux. Je pense que de toute façon, d'une certaine manière, ils sont indissociables. Parker et Ginobili. C'est même presque injuste qu'il y ait un débat entre les deux. Là, c'est le jeu du voilà qui on met devant et bien sûr les fans de Ginobili sont et j'en fais partie donc je le sais voilà, on a tendance à être très vindicatif sur Ginobili parce que ça a été un joueur à la vista extraordinaire. Je vais pas rentrer allez, je vais parler de Ginobili d'abord. Il y a un truc. Ouais. En 2008, Ginobili, sans être titulaire, il finit dans le top 10 du MVP. Pour moi, ça classe un mec, en fait. Tu vois, c'est à un moment, le gars est tellement fort. Il n'a pas de MVP des finales, c'est vrai. Ça s'explique par son rôle. Et ça s'explique aussi, je pense, parce qu'en 2005, il y a eu une volonté de donner, après Duncan le méritait aussi, mais le titre que les Spurs gagnent contre les Pistons, victoire, c'était 4-3 en finale NBA, une série ultra défensive. Donc quelque part, ça avait du sens de récompenser Duncan. La série ultra défensive, c'est l'icône de la franchise, et puis il fait une très grosse finale. Hein. Mais Ginobili a été énorme sur ces finales, un vrai difference maker, et il aurait pu vraiment lui aussi prendre son MVP, et ils auraient eu chacun un MVP. Enfin, Duncan en aurait eu plus, mais Parker et Ginobili auraient eu chacun un MVP des finales. Et attends, oui, petite parenthèse dessus, quand on y pense, si les Spurs gagnent le titre en 2013, est-ce que c'est pas Parker qui prend le... Non, je pense que c'est Duncan. Tu penses que c'est Duncan? Okay. Ouais, c'est marrant, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. J'avais vu un mec dire Danny Green, mais non, j'avais relu un article et... Tipeee était chaud quand même. Ouais, Tipeee était chaud, mais je crois que c'était à Burstro. J'ai le doute maintenant sur qui est l'auteur exact de ce que j'avais lu, mais qui avait révélé que c'est Duncan qui l'aurait eu en fait. C'était même pas juste son avis, ça faisait semi-révélation de tu vois, genre c'était elle vote déjà. Ouais, c'était Duncan qui aurait eu le MVP des finales. Après, Parker aurait pu l'avoir cette année-là. Parker a été au final le meilleur joueur des Spurs, plus que Ginobili, je trouve. Donc ça peut se défendre. Hein. Parker a été excellent. Je veux pas rabaisser du tout Tony Parker, en tout cas pas sur cet aspect-là. Ceux qui sont justement détracteurs de Parker ont parfois tendance à être un peu durs. On parle quand même d'un une vraie superstar qui lui aussi quelque part s'est sacrifié. Parker dans d'autres franchises, il y a eu beaucoup de débats quand il a dit dans cette NBA je pourrais taper les 60. Mais bien sûr que Tony Parker il aurait tapé les 60 points, mais j'ai aucun doute là-dessus et ça se rend compte, je pense, dans ma voix que je suis même pas un fan de Tony Parker. J'ai même pas grandi en tant que fan de Tony Parker, mais il en a mis 55 dans une ligue différente. Il aurait pu taper les 60 points et il aurait même pu le faire à son époque s'il avait joué ailleurs qu'à San Antonio, je pense. C'était un vrai super meneur, ultra rapide. Le moment où il a ajouté son tir à mi-distance, c'est devenu quand même un joueur assez imprenable en attaque. Il aurait pu être devant Ginobili, je le reconnais. J'avoue que l'affect, Ginobili, c'est mon joueur préféré all-time. C'est le grain de folie qu'il fallait aux Spurs pour moi, en fait. Mais ils sont Duncan, Popovich. Mais t'as raison, ils sont indissociables parce que c'est tous les deux des mecs qui n'auraient pas dû être là, qui étaient des anomalies parce que personne ne s'attendait à ce qu'ils deviennent aussi forts. Il faut se rendre compte que c'est des joueurs qui étaient en Europe. Lisez l'époque. Hein. Voilà, dans leur contexte, c'était fou. C'était complètement fou. Et ils sont indissociables parce qu'ils s'adoraient dans le jeu. Ils ont une connexion particulière. Tony Parker, quand il a reçu Zidane il y a quelques semaines ou quelques mois là, dans son show sur Squeak, là, tu sais, il disait que le joueur le plus fort avec lequel il avait joué, c'était Duncan, mais que le plus unique et celui qu'on reverra jamais, c'est Ginobili, quoi. Il disait à l'entraînement, il faisait des trucs tellement fous au niveau de la création, techniquement. Et derrière, il disait, je vais le faire en match demain. Et puis il le faisait. Et puis nous, on n'avait pas. Il rendait fou Popovich. Ah non, mais c'est ça. Et puis la relation entre Ginobili et Popovich, de toute façon, l'article dans le MOOC, justement, le montre très bien. C'est une super. Ça permet de se remettre dans le contexte et de se rappeler quel joueur fantastique était Ginobili. Là-dessus, je pense que vous ne serez pas déçus, mais ils sont indissociables. En fait, si on était un peu neutre, un peu suisse, on pourrait mettre les deux à la même, ex-aequo, tellement leur trajectoire et leur parcours sont liés. Mais bon, moi, j'ai essayé de prendre. Ça reste un accomplissement. Être MVP des finales, je trouve que c'est tellement fou. Sans être, il y a eu des cas un peu particuliers, type André Iguodala, où d'ailleurs, on a appris après que ça aurait dû être Curry d'après les premiers votes, mais
Lui, c'était un MVP. Iguodala, j'avais dû prendre ce MVP, c'est une petite parenthèse, mais c'est vraiment un vol, c'est incroyable. Bref, c'est heureusement quand même que Stephen Curry a eu MVP des finales, parce que c'était vraiment, en fait, c'était incroyable d'ailleurs qu'il soit encore jugé là-dessus, alors que 2015, arrête, bref, pardon. Mais oui, tu as raison, c'est un trophée important et c'est beau, Tony Parker. Là où on peut discuter de l'importance de l'un et de l'autre dans la franchise, le sacrifice de Ginobili pour accepter d'être 6e homme, j'allais en parler. Celui-là, il est fondateur pour les Spurs, donc après, on peut dire que ce sacrifice devrait lui octroyer une place plus haute, mais après, dans les faits, il a été un tout petit peu moins en vue. Oui, mais parce qu'il n'est pas titulaire aussi, en fait, en vérité. Il y a un truc, c'est intéressant, il y a un superbe article de Zach Lowe là-dessus, justement, où on apprend un peu ça. On apprend qu'à la base, les Spurs ont envisagé, en tout cas, de faire sortir Tony Parker du banc. Ils ont déjà envisagé plusieurs fois de transférer Tony Parker. Il y a eu des rumeurs avec Jason Kidd. Au final, ils sont toujours restés avec Parker. Ils ont envisagé de faire sortir Parker du banc. Donc, leur premier choix n'était pas forcément Ginobili, mais ils se sont dit, en tout cas, si on en croit les sources de Zach Lowe, elles sont généralement très, très fiables. Ils se sont dit qu'au final, Parker ne l'aurait pas accepté de la même manière. Ou voilà, son ego ou son... Après, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas finalement est-ce qu'ils lui ont vraiment demandé ou pas. Non, mais c'est probable. Peu importe, on ne va pas refaire l'histoire, mais on peut deviner que son ego ne l'aurait pas appris de la même manière. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers Ginobili, qui a pas... Et il ne faut pas croire qu'il a été enchanté, le mec, à l'idée de sortir du banc. C'est quand même tous des compétiteurs. Il n'était pas non plus super heureux en mode se dire ah ouais génial ouais pas de souci, il y a pas de problème les gars, je fais ce que vous voulez. Non, ça s'est pas passé comme ça, il a fallu des conversations, mais au final il a évidemment accepté et ça a donné cette équipe avec un mec qui sort du banc, je sais pas, c'est un des 20 meilleurs joueurs de la ligue et il sort du banc, ça a pas de sens, tu vois. Ouais, c'est clair, mais ce sacrifice là est important. Et on parle de personnalité et d'ego, peut-être que voilà, Tony Parker a jamais caché qu'il était très ambitieux, que son ego était, on l'a vu, c'est plutôt un leader en termes de personnalité. Et on ne sait pas s'il l'aurait aussi bien accepté, vécu, enfin tout un tas de choses. Et on ne saura jamais, mais ça s'est goupillé comme ça. Et au final, c'est les Spurs qui en sont sortis vainqueurs. La dynamique a fonctionné. Et il y a quand même eu le trio le plus victorieux de l'histoire de l'NBA en termes de victoires cumulées. Donc ça devait être comme ça et c'est très bien. Je viens de voir, il est sorti du banc à 29 ans. Donc, t'imagines en plein dans son prime, quoi. Le moment où vraiment, j'essaie de trouver, parce que j'essaie de réfléchir à un comparatif là dans la ligue, tu sais, à une star, parce que là, les Westbrook, les mecs qui sortent du banc maintenant, où en fait c'est la fin de leur carrière, ils sont pas en plein dans leur prime. Je réfléchis à une star là comme ça, tu vois, qui est vraiment, c'est comme si Bradley Beal, et encore même Bradley Beal aujourd'hui, il a pas 29 ans, quelle star est sous ses 30 ans et tu viens et tu lui dis non, mais toi maintenant tu sors du banc parce que dans notre équipe c'est ça qui va coller. Parce que oui, du coup, Ginobili, c'est que 2 sélections All-Star Game. Parker en a 6. Ouais, Parker en a 6. Parker a des meilleurs stats, etc. Après, Parker a été un des meilleurs joueurs de la Ligue. Faut le reconnaître. Écoute, on peut enchaîner directement. On a fait 5 et 4. On est sur on le peut podium. faire 3. Du coup, on aura le même 3. Je tiens à dire que mon 3, donc je vais donner mon 3, mais ce sera le même que toi, j'imagine, c'est George Gervin. Oui. J'ai failli le baisser de 2 rangs et faire passer Parker et Ginobili. En fait, c'est là où on revient au côté indissociable. Je ne pouvais pas me dire qu'il n'y en a qu'un des deux qui passait devant Gervin s'il y en a un des deux qui devait passer devant Gervin. Il ne pouvait pas y avoir plus qu'une place d'écart entre Parker et Ginobili. Mais bon, au final, j'ai laissé 3 George Gervin, la première superstar de la franchise. C'est ça. Un scoreur incroyable. Je te laisse démarrer. Là aussi, on est sur un joueur des années 70, années 80, fin des années 70, début des années 80. Qui a d'abord fait son beurre en ABA, qui était déjà très bon ABA, et qui arrive, et il a tout de suite été exceptionnel. Iceman, comme il l'était surnommé. J'allais dire un des meilleurs surnoms. Voilà, mais parce qu'il était, pour 2 trucs, il était imperturbable, flegme et tout, trop fort, hyper sobre. Et aussi parce qu'il transpirait jamais. Donc, joueur exceptionnel. Alors, s'il est devant, c'est les 2 qu'on a cités. Je pense que c'est plus pour le côté individualité. Si tu veux, ça a été un one-man show pendant quelques années, plus ou moins en tout cas. Il n'y a pas de titre, quoi. Voilà, bon, il y a pas de titre, mais il a été, c'était un scoreur tellement phénoménal. Je veux dire, sans égal quasiment à l'époque. Il fait quasiment 900 matchs avec les Spurs. Est-ce qu'il est encore le 2e meilleur marqueur, je crois, de leur histoire? Ça, je sais pas, mais à la moyenne de points, il doit être premier à la moyenne de points. 9 fois All-Star, 5 fois dans la First Team. Enfin, c'était une superstar sans couronne, certes, mais joueur exceptionnel, quoi.
4 fois meilleur scoreur de la ligue, 27 points de moyenne, 33 points de moyenne, 29 points de moyenne, 32 points de moyenne. On est vraiment sur du, comme tu le disais, un méga scoreur. Ouais. 26 de moyenne, je crois, en tout sur son passage aux Spurs. C'est ça, 26 points de moyenne sur son passage aux Spurs. C'est quasiment sûr que c'est sûr que c'est la meilleure moyenne de l'histoire des Spurs. Hein. Et il est dans les fameuses équipes, c'est les fameuses listes pour les anniversaires. Il était pour les 50 ans de la NBA, il était dans les 50, et pour les 75 ans, il était dans les 75. C'est voilà, joueur exceptionnel tout simplement, qui a pas. Est-ce qu'il a été suffisamment entouré après, c'est autre chose, mais il a marqué son époque de manière individuelle, et là ça reste un classement individuel de la manière dont ces joueurs-là ont marqué leur époque. Et si Ginobili et Parker sont indissociables, Gervin pour le coup il a eu besoin de personne pour pour faire sa légende à San Antonio. Ouais, je pense que c'est aussi un cran au-dessus, quoi. C'est vraiment le mec qui est 3 ou 4 fois sur le podium du MVP. Je pense que tu mets Gervin en franchise player de des 3/4 des autres équipes à l'époque. Il fait la même chose, ça gagne. Enfin, ça gagne, c'est très très compétitif. Après, ça se discute, mais Tony Parker, franchise player d'une autre équipe à l'époque, je ne sais pas si ça fonctionne aussi bien que Gervin. Et Ginobili, pareil, c'est des profils différents, mais bon, ça, voilà, je pense pas que ça va choquer les gens non plus qu'on l'ait mis 3e. Oui, je pense pas non plus. Je pense qu'au contraire, ça aurait peut-être plus été blasphématoire de le mettre 5e ou 4e. Bon, le top 3 est assez évident, mais on peut enchaîner quand même. On va enchaîner avec 2 joueurs pour le coup, que j'adore, avec lesquels j'ai grandi. Numéro 2, David Robinson. Bien sûr, pareil que toi, évidemment. L'amiral, un pivot qui était en avance sur son temps. Alors, autant j'ai dit, les années 90, les matchs des Spurs, ils sont pas forcément toujours excitants à regarder. Mais c'est quand même sympa de voir David Robinson parce que c'est une armoire. Il est grand, il est ultra mobile alors qu'il est vraiment balèze. Parce que bien sûr, on peut se dire les pivots lourds, les années 90, le jeu au poste bas, mais ça cavale, ça dunk, c'est ultra athlétique. J'imagine même pas ce qu'il ferait dans cette NBA quand les gens veulent des fois se dire ah ouais, mais si on prenait tel joueur, pareil, si on prenait vraiment le David Robinson début des années 90, il débarque en NBA, c'est insane. C'est un des joueurs, même aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est un des joueurs les plus athlétiques de tous les temps. Son corps avait aucun sens. Tu vois les photos de l'époque, c'était une armoire, et en même temps très fluide, on n'avait quasiment jamais vu de mec comme ça, aussi taillé et fluide athlétiquement. C'était un monstre, quoi. Un MVP en 95, MVP de saison régulière. MVP, meilleur scoreur de la saison l'année d'avant. Je pense qu'il met un match à 71 points pour le dernier match de la saison pour finir meilleur marqueur. Bon, après, les Spurs lui avaient passé beaucoup de ballons. Mais du coup, il fait une saison à 29,8 points. Il finit meilleur marqueur. Et je pense que c'est Shaquille O'Neal qui finit 2e. Je pense qu'il double Shaquille O'Neal cette année-là. Et du coup, MVP, meilleur défenseur de l'année, membre de la Dream Team. Membre de la Dream Team, j'allais te le dire, ouais. Machine à double-double. Un paquet de All-NBA First Team, de All-NBA Defensive Team. Enfin, le mec a quand même été à la fois meilleur marqueur, alors pas sur la même année, mais meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur contreur de l'année. Et puis, il a fait toute sa carrière aux Spurs. Enfin, en ce sens-là, c'est une légende. Il collait bien à ce qu'attendaient les gens et la direction à ce moment-là. On parlait tout à l'heure de l'article sur Rodman. Robinson, c'était le gars sage, pieux, très respectueux de la culture locale. Enfin, voilà, c'est ce qu'attendaient les gens au Texas à cette époque-là et ce qu'attendait sa direction. Il incarnait ce côté militaire, religieux, discipliné qui était. C'est ce qu'attendaient les gens. Militaire, tu as raison de le souligner parce qu'il est quand même arrivé 2 ans après en NBA, 2 ans après sa draft. C'est le premier choix de la draft 87. Il arrive en NBA qu'en 89. Pourquoi ? Parce qu'il faisait son service militaire à l'armée, l'armée de. Putain, je sais plus comment on dit l'armée. C'est la Navy, comment on dit ? La marine. Oui, la marine. Mon Dieu, je cherchais. J'allais dire l'armée de la mer, mais comment ça s'appelle ? La marine. Il était dans la marine. David Robinson. Je donne ses stats en carrière. Je les ai là. 21 points, 10 rebonds, 3 comptes de moyenne. Alors, ça peut nous sembler pas dingue, si on réfléchit. Surtout si on a les standards actuels des stats. Mais sur une moyenne en carrière, c'est quand même dingue. 21 points, 10 rebonds, 3 contres. Sachant qu'il est donc arrivé plus tard. C'est des gars qui restent longtemps à la fac. Comme j'ai dit, il a son service militaire. Il arrive à 24 ans, je pense. Il arrive en NBA à 24 ans. Tu te rends compte, aujourd'hui, 24 ans, les mecs, ils ont des fois fait 5 saisons à 24 ans. Ils sont à 5, presque 6e, 4e ou 5e saison dans la ligue. Lui, il arrive à 24 ans, il part à 37. Et il y a un truc qu'il faut souligner, à quel point il a été important dans le succès des Spurs. C'est l'intelligence qu'il a eue d'accepter de se mettre en retrait quand il n'était pas encore cuit au moment où Duncan arrive.
Ouais. Et ça, pareil, parce que tu es une superstar dans cette ligue. Tu es un MVP, tu es un membre de la Dream Team. Mais il a compris, ok, mais il a encore jamais gagné. C'était un peu le perdant magnifique, parce que les Spurs n'allaient jamais au bout. Même pas de finale, même pas de finale sur l'air. Il y a toujours Hakeem Olajuwon ou Shaquille O'Neal ou quelqu'un d'autre pour passer devant, ou le Jazz, etc. Et Duncan arrive et il comprend direct, ok, lui, là, il va m'aider à aller au stade et réussir à s'adapter pour former au final les Twin Towers, donc les tours jumelles. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont été surnommés. C'est quand même franchement magnifique de la part de Robinson. Et c'est le dernier joueur à avoir fait un quadruple-double aussi. C'est l'un des 4 seulement dans l'histoire de la NBA. 34 points, 10 rebonds, 10 passes, 10 contre les Pistons en février 1994. Voilà. Ça fait 30 ans, ça fait exactement 30 ans. Voilà. Là, le 17 dans quelques jours, ça fera 30 ans qu'il n'y a pas eu de quadruple-double. Alors c'est peut-être un autre joueur des Spurs qui y arrivera, hein, un actuel des Spurs. Peut-être Victor Wembanyama, ce serait un beau symbole. Mais oui, David Robinson, joueur exceptionnel, athlète phénoménal. C'est un classement des plus forts athlètes. Je pense que Robinson, il est pas loin d'être tout en haut. Allez, on peut finir par le numéro 1. J'aurais une petite question bonus à la fin pour. Oui, aussi, c'est vrai qu'on a le même. J'allais dire, tu n'as pas parlé de ton numéro 2, mais je suis concis, c'est ce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Le numéro 1, c'est évidemment Tim Duncan. Qui d'autre? Alors, on parlait de surnoms. On parlait de surnoms basketball référence. Savoir que basketball référence a des surnoms que vous n'avez jamais entendus. On ne sait pas où ils les sortent. Je soupçonne des mecs de rajouter des trucs. Par exemple, pour Tony Parker, je crois qu'il y a Parisian Torpedo. J'ai jamais entendu un mec appeler Tony Parker le Parisian. C'est lui qui allait le mettre tout seul. Est-ce que tu connais les surnoms basketball référence? C'est impossible. C'est à la réponse. Je veux dire, il y a les classiques, enfin ceux qu'on connaît. Tu parles de ceux qui seraient. Non, vas-y, donne-moi tout. Allez, vas-y, on commence par les classiques. Il y a Timmy. Ouais, il y a Timmy, bien sûr. Le Big Fundamental. Évidemment. Et après, c'était les 3 autres. Après, non. Ah, il y en a 3 autres. Il y en a 3 autres, mais jamais je les ai entendus. Ah ouais, c'est pas genre TD ou ok. Non. Il y a Groundhog. J'arriverai jamais. Groundhog Day, Ouais, Groundhog Day. Comme le film Un jour sans fin là. Old Man Riverwalk. Alors celle-là, t'as pas la signification avec, parce que pour Groundhog Day, c'est quoi là? C'est parce qu'il fait toujours la même chose tous les jours, il est hyper stable dans la performance. C'est ça, c'est qu'il est automatique, c'est un métronome. Il y a ces trucs, je pense que pareil, le Old Man Riverwalk, c'est que ça joue lentement, c'est un rivière tranquille, mais enfin je sais pas, truc comme ça. Ouais. Et le dernier est dans le même sens, et c'est le plus drôle, de Stone Buddha. Le Bouddha en pierre. Bon, ça tournait vachement autour du côté relativement inexpressif et solide du gars, quoi. Mais je les connaissais pas, ceux-là, ouais. Il y a une quote de Shaquille O'Neal que j'adore sur Duncan, c'est il dit j'ai pu dominer Ewing, ou alors j'ai plus la quote exacte évidemment, du coup je vais donner en substance, mais voilà, j'ai pu dominer tel pivot parce que j'arrivais à le briser, tel pivot parce que machin, tel pivot parce que machin. Il parle de Robinson, d'Ewing, etc. Et il dit et j'ai pas pu. Duncan, j'ai jamais rien pu faire, j'ai jamais réussi à le briser, et c'est pour ça que j'ai perdu contre les Spurs. Imperturbable, Tim Duncan. Phénoménal. C'est marrant parce que à l'époque, tu pouvais te dire, il y en a beaucoup qui disaient ouais, c'est un joueur ennuyeux. C'était une époque quand même où il y avait la puissance athlétique, les dunks, le côté spectaculaire. Les gens attendaient que ça, et Duncan, il était là en métronome avec ses petits bank shots travaillés et surtravaillés et qui marchaient tout le temps. Le côté défensif dont on parlait finalement assez peu à l'époque, je trouve. On se rendait pas. Le meilleur défenseur de l'histoire. Hein. Bah ouais, on s'en est bien rendu compte sur la fin de sa carrière, je trouve, avec le dernier titre, où c'était encore le général de défense, tu vois, peut-être encore un peu plus au fur et à mesure que sa production offensive descendait. Mais déjà à l'époque, il était phénoménal en défense. Enfin, imbougeable, très très intelligent aussi. C'est voilà, un joueur légendaire. Dans les classements all-time, pareil, les gens ont peut-être. Quand on réfléchit pas assez, peut-être on se dit non, bah, c'est loin parce qu'il n'avait pas le personnage médiatique que se sont créés d'autres joueurs autour. Lui, il voulait surtout pas être tout le temps dans la lumière, et peut-être que ça incite des gens à le mettre plus bas que ce qu'il devrait être, je pense. Mais je pense qu'il est incontournable dans un top 10 pour moi. Bah, je pense aussi. et devant Kobe, et devant Shaq. Ouais, le palmarès individuel et collectif peut aller dans ce sens-là aussi. Il a plus gagné que Shaq. Que Shaq. Il a autant de bacs que Kobe. Et il a autant gagné que Kobe en gardant la même équipe pendant 20 piges. Donc, il n'y a pas eu de trou d'air. Donc la constance aussi, dans la longévité et la constance, elle force le respect. Et on parle de sacrifice pour Parker, pour Ginobili, etc. Mais Duncan, c'est celui qui s'est le plus sacrifié, en fait.
Duncan, il n'a pas une saison à plus de 25 points par match. Il n'est jamais à la recherche de ses stats. Ouais. Du coup, pareil, je parlais des stats en carrière de Robinson. Celles de Duncan, elles sont encore inférieures. Hein. C'est du 19 points et 11 rebonds. Il a joué longtemps, enfin presque 11 rebonds. Il a joué longtemps, ça aide, ça fait baisser sa moyenne à la fin. Mais c'est un mec qui aurait pu être à 28, 14 toute sa carrière, en fait, s'il voulait. Et ça n'a jamais été le but. Le but a toujours été de gagner. Il a accepté que Popovic le hurle dessus, le pourrisse devant tout le monde pour que ses coéquipiers comprennent que faut suivre droit, faut marcher droit, faut suivre l'exemple. Et Duncan a été incroyable. C'est pour moi un des winners ultimes. C'est pour ça, avec Kobe, il y a toujours le truc de meilleur joueur de génération. C'est un peu compliqué. Il y a aussi, je comprends aussi en fait au final qu'on mette Kobe devant. Mais j'ai l'impression que Duncan, c'est vraiment on a l'idée de Kobe en tant que compétiteur ultime, maladif, etc. J'ai l'impression que le winner ultime, c'est Duncan. Ça se joue, tu sais, de ce côté-là, il y a une filiation, je trouve, qui paraît peut-être pas évidente, mais avec Bill Russell, tu sais. Avec Bill Russell, voilà. si, ouais. Parce que c'était un leadership positif, ce qui n'était pas évident pour l'époque de Russell, c'était compliqué, mais il avait ce leadership positif où il portait les gars vers le haut sans les écraser. C'est un mec qui aurait pu, comme tu l'as dit, faire peut-être encore plus de stats qui n'ont aucun sens. Et il a fait. C'est une autre forme de leadership que celle qu'on nous a vantée, mise en avant pendant des années. Et après, toujours pareil, tu peux te poser la question, et tiens, si tu mets Tim Duncan là ou là à cette époque, d'ailleurs, il a failli avoir un trade à Orlando. Il a failli signer à Orlando, ouais. Ouais, il a failli. Oui, pas un trade, pardon. Il a failli signer à Orlando, donc on aurait pu avoir la réponse de ce qu'aurait donné Duncan en dehors de l'écosystème Spurs-Popovic, mais il fallait Il pour aurait joué avec l'histoire. Tim Mack et Grant Hill. Mais bon, pour l'histoire, il fallait qu'il reste aux Spurs, il fallait qu'il y ait ces histoires avec Popovic. Vous savez, tu te rends compte que Popovic, quand même, pendant 20 piges, tous les déplacements à l'extérieur, il allait lui apporter un carrot cake pour le mettre en confiance avant les matchs. Il sait tout ce qu'il lui doit. Il sait tout ce qu'il lui doit, il n'est pas fou. De toute façon, à la base, alors ça a changé sans doute à cause de Kawhi. de Kawhi, mais d'épisodes de vie un peu tristes aussi. Je pense que oui, Popovic, il avait toujours dit, le jour où Tim Duncan arrête, j'arrête. Alors il l'a pas fait parce que justement Kawhi semblait être l'héritier. Et après, il a prolongé aussi, certainement. Voilà, il a perdu son épouse. Je pense qu'il a continué parce que c'est quand même moins déprimant d'avoir quelque chose auquel s'accrocher. Et je pense qu'il a bien fait. Mais voilà, il aurait pu très bien arrêter le jour où Duncan a arrêté parce que leurs succès sont tellement liés et indissociables que voilà, et même leur relation, les discours au Hall of Fame ou quand Tim Duncan a eu son maillot retiré à San Antonio, c'est hyper émouvant. C'est la relation paternelle qu'il y a eu. C'est surtout avec l'histoire personnelle de Duncan, dans le MOOC, ça y est, hein, tu le sais, mais tu t'es mieux placé que moi pour le savoir. C'est personnage exceptionnel, joueur exceptionnel aussi. Ouais, il y a tellement de choses à dire sur Duncan, mais effectivement, là, pour le coup, tu reparles du book, oui. Allez voir, je l'ai écrit, donc forcément, je ne peux faire que ma propre pub, mais c'est vrai que Tim Duncan est quand même un personnage assez incroyable. Ouais. Fascinant sur plein d'aspects. On reste sur DC, mais ça aurait pu être le visage de la NBA après Michael Jordan. Sauf que lui, ça ne l'intéressait pas d'être le visage de la NBA. Ce qui l'intéressait, c'est de gagner. Et voilà, 5 bagues. Les Spurs n'ont jamais fait de back-to-back, mais ça reste une dynastie, selon moi, d'être resté aussi longtemps au sommet. J'ai une petite question pour toi, Shai, pour la fin. Ouais. Où est-ce que tu penses que Victor Wembanyama il va terminer dans ce top à la fin de sa carrière? C'est une question très bizarre, évidemment, elle n'a pas vraiment de sens. La question, on ne sait pas s'il va rester à San Antonio ou pas. Mais ça peut être intéressant de se projeter. Je vois 2 ou 3 chemins possibles, en fait. Je pense que si... Alors le top, le summum, on parle de lui comme d'un potentiel GOAT, hein, en tout cas le GOAT de cette génération. Tout le monde l'envisage comme un mec qui peut tout casser, tout gagner. Si c'est ça, il sera à la hauteur de... à égalité avec Duncan ou juste en dessous peut-être. Possible. Okay. Le plus probable, ce soit quand même que... Bon après, là, il est au début de sa carrière. Je pense qu'il a en tout cas tout ce qu'il faut pour être top 5. Ça me paraît le plus réaliste. Et après, ça va être très dur d'intégrer le top 5 parce qu'au-dedans, il y a des mecs... on faut passer de Parker et Ginobili, du coup. Faut passer devant des mecs qui ont gagné 5 titres et qui ont marqué l'histoire de la franchise, ou alors qui ont été des franchise players totalement emblématiques comme Robinson et Gervin. Donc il faut qu'à la fois Victor soit franchise player emblématique, ça, il n'y a pas de souci à mon avis, et qu'il y ait les succès collectifs dans une NBA où c'est très très dur de répéter le succès et de créer une dynastie, vu le mouvement des joueurs...
Le fait qu'il puisse aller un peu n'importe où, c'est enfin, je veux dire, faut pas se leurrer. Une équipe comme les Spurs avec 3 mecs qui bougent pas et très peu de changements autour pendant 2 décennies, ça n'existera pas ou plus. Donc le challenge est très très compliqué. Il peut le faire. Moi, je pense que top 5, c'est réaliste et ce serait déjà fantastique. Ouais, je vais dire comme toi. Moi aussi, je vois top 5, ça me semble être. Je vois un scénario, le plus optimiste que j'ai, c'est peut-être 3e. S'il dépasse même Robinson, ça voudrait dire que vraiment il y a beaucoup de titres. Je pense que Duncan restera Duncan, mais voilà, se hisser dans le top 5, se rapprocher un peu de cette 3e place, dépasser au choix Ginobili ou Parker ou les deux, quelque chose comme ça, j'arrive à l'imaginer. Ce sera un scénario très optimiste. On se projette, ça fait que quelques mois qu'il est en NBA et c'est même pas histoire de s'enflammer en fait. Là, c'est un jeu, on est sur du ludique quand on dit ça. On sait bien qu'il y a encore beaucoup de choses. On sait même pas s'il va faire sa carrière aux Spurs. Mais je trouve ça intéressant qu'il se retrouve dans une franchise comme ça avec autant d'histoires et de mecs de légende passés avant lui. A priori, il a 5 années avec Popovic, si Pop prolonge pas, mais au bout d'un moment, l'âge devrait le rattraper. Il faudra voir la bascule au moment où Popovic arrêtera. Ouais. S'ils arrivent à avoir des gens suffisamment dans la continuité, il peut totalement faire toute sa carrière au sport, je pense. Mais il a cet ADN de vainqueur aussi. Alors on le voit très calme, très posé, très intelligent. Il ne faudra pas sous-estimer, à mon avis, son envie de gagner des titres si au bout de quelques années, ça ne fonctionne pas ou ça ne va pas dans le sens où il aimerait que ça aille. Mais bon, tout ça pour dire qu'avec évidemment ce qu'il a dans les mains, ce qu'on voit là depuis quelques mois, évidemment qu'il a de quoi être... Alors le GOAT de la franchise, ça va être très très difficile, mais top 3, c'est possible. Yes, bon, on suivra ça, on a encore plein d'années devant nous pour suivre tout ça. Ouais. On va s'arrêter là-dessus, on se retrouve tout à l'heure, Shai, encore Absolument. Une fois, pour une late session. Un mardi bien rempli, j'espère que les gens avaient de l'appétit, parce qu'entre le CQFR, le podcast et ce soir la late session, il y avait de quoi faire aujourd'hui. S'il y en a d'ailleurs si certains d'entre vous seront là ce soir pendant la late session, n'hésitez pas à nous dire si vous avez effectivement regardé les 3 contenus. Je dois avoir de quoi payer des abonnements. Abonnement Twitch. On passe un coup de fil à la banque et on vous dit ça tout à l'heure. C'est le mec, c'est des trucs à 3 €. Hein. Il hésite quand même. Ouais, pourquoi il faut acheter des MOOC ? Faut acheter des MOOC. mais non, mais ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à passer en commentaire, nous dire si jamais vous avez regardé les 3 contenus. De toute façon, on vous en voudra pas si c'est pas le cas, vous inquiétez pas. Et nous, Shai, on se retrouve demain. Enfin, après ce soir, on se retrouvera demain pour Absolument. Un CQFR. Voilà. Et puis Théo la semaine prochaine. Ouais, le retour. Yes. Bon, allez, bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Is out there, and it's either play or get played.